Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on explore ensemble la rosacée. C'est une affection cutanée inflammatoire chronique et franchement complexe. Elle touche, on le sait, des millions de personnes et sous des formes très diverses. Il y a la rougeur persistante avec les petits vaisseaux qu'on voit, ça c'est la forme érythémato-télangiectasique. On a aussi les boutons, comme de l'acné mais c'en est pas, c'est la rosacée papulopustuleuse. Parfois, la peau s'épaissit, surtout au niveau du nez, c'est la forme fimateuse. Et puis, il ne faut pas oublier l'atteinte des yeux, la rosacée oculaire. Clairement, vivre avec la rosacée, c'est un défi au quotidien pour beaucoup de gens. Ah oui, un vrai défi, vous avez raison, parce que la gérer, c'est loin, loin d'être simple. Et justement, notre discussion aujourd'hui, elle se base sur pas mal de choses, nos lectures, nos recherches, nos expériences aussi sur le sujet. Et on va essayer de répondre à une question qui nous semble centrale. Pour gérer cette rosacée sur le, disons, le long terme, quelle est l'approche la plus fondamentale? Est-ce qu'il faut vraiment prioriser les traitements médicaux, ceux qui ciblent spécifiquement les mécanismes qu'on connaît de la maladie, ou alors est-ce qu'il vaut mieux privilégier une approche plus globale, plus holistique, qui va miser sur le mode de vie, l'alimentation, des soins très doux et peut-être des compléments naturels? Voilà, c'est exactement ça le cœur de notre, disons, désaccord constructif d'aujourd'hui. Pour ma part, je vais soutenir que les traitements médicaux conventionnels, que ce soit les crèmes, les médicaments à prendre par voie orale ou même les procédures comme les lasers, eh bien, ils doivent constituer la première ligne, vraiment la base de la prise en charge. Pourquoi? Parce que leur efficacité, elle est démontrée pour contrôler les processus pathologiques spécifiques de la rosacée. D'accord. Et moi, eh bien, je défendrai la perspective inverse, ou en tout cas complémentaire. Je pense qu'une approche holistique est primordiale pour une gestion qui soit vraiment durable. Si on se concentre sur le mode de vie, sur ce qu'on mange, sur les soins adaptés, sur certains compléments naturels, on s'attaque peut-être plus aux causes potentielles, aux racines du problème. Et l'idée, c'est aussi de réduire la dépendance à des traitements médicaux qui peuvent être parfois contraignants, voire agressifs pour la peau sur le long terme. Très bien. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ma position, pour la préciser, la rosacée, c'est une pathologie dermatologique bien identifiée. Et qui dit pathologie dit nécessité d'une réponse médicale adaptée, ciblée. On a aujourd'hui un arsenal thérapeutique validé, assez large, qui permet de s'adapter aux différents types, aux différents symptômes. En local, pour commencer, on a des classiques comme le métronidazole, l'acide azélaïque, qui a aussi un effet sur la kératinisation, c'est intéressant. Et puis, plus récemment, l'ivermectine, qui cible très spécifiquement cet acarien, le Demodex, dont on parle de plus en plus. Il y a aussi le sulfacétamide de sodium avec du soufre. Pour l'érythème, la rougeur pure, on a des vasoconstricteurs topiques, l'oxymétazoline par exemple, qui resserrent temporairement les vaisseaux. Personnellement, je la trouve souvent préférable à la brimonidine parce qu'elle semble avoir un risque un peu moins élevé d'effet rebond quand on arrête. On voit aussi émerger de nouvelles choses comme le peroxyde de benzoël mais dans une forme micro-encapsulée. Pour une meilleure tolérance, c'est Epsolé. Ensuite, par voie orale, Oui, les antibiotiques type tétracycline. Alors attention, pas pour leur effet antibiotique direct, mais plutôt pour leurs propriétés anti-inflammatoires, même à faible dose. La doxycycline, la minocycline, c'est très utilisé. Et puis dans les cas plus sévères, résistants, ou pour le rhinophyma, là on a l'isotrétinoïne orale. C'est un dérivé de la vitamine A, très puissant, très efficace sur le sébum et l'inflammation. Mais évidemment, ça demande une surveillance médicale très stricte, on ne le donne pas comme ça. bien sûr. Et enfin, il y a les poncédures en cabinet. Les lasers vasculaires sans clé. La lumière intense pulsée, l'IPL, ou les lasers KTP, PDL. Leur principe, c'est de cibler l'hémoglobine dans les vaisseaux anormaux et de les détruire sélectivement. Ça réduit les télangiectasies, ces petits vaisseaux visibles, et ça peut améliorer la rougeur diffuse. On parle souvent d'une amélioration moyenne de l'ordre de, disons, 30 à 40% sur la rougeur globale, ce qui est déjà pas mal. Pour le rhinophyma avancé, là c'est plutôt la chirurgie ou le remodiage au laser CO2 ou herbium. Tout ça, ça cible quoi? Des mécanismes qu'on comprend de mieux en mieux. L'inflammation, avec des acteurs comme le peptide LL7. La réactivité anormale des vaisseaux, liée au canaux TRP, ou la présence en excès de Demodex. Donc, le dermatologue, il va piocher là-dedans, personnaliser. Mais la base, pour moi, elle reste médicale et éprouvée.
C'est vrai que l'arsenal que vous décrivez est impressionnant, hein, et son utilité pour gérer les symptômes, personne ne va la nier. Mais ce qui me pose question, c'est un peu la philosophie derrière tout ça. Est-ce que ces traitements, même s'ils sont ciblés sur un mécanisme ou un symptôme précis, est-ce qu'ils s'attaquent vraiment à la racine du problème? Ou est-ce qu'ils ne font que, finalement, gérer les manifestations visibles? Et puis, il faut quand même parler des inconvénients, hein, ils ne sont pas négligeables. Vous avez parlé de la surveillance pour l'isotrétinoïde, mais il y a aussi les effets secondaires d'autres traitements, le coût, l'ivermectine en crème Solantra, ce n'est pas donné. L'effet rebond possible avec les vasoconstricteurs, c'est une vraie crainte pour les patients. Et puis, cette nécessité d'utiliser les traitements en continu ou presque pour maintenir les résultats, ça crée une forme de dépendance, non? Pour moi, une gestion qui se veut vraiment durable, elle doit commencer ailleurs. Elle doit commencer par l'identification très rigoureuse et puis l'éviction des déclencheurs propres à chaque personne. Oui, l'éviction des déclencheurs, on est d'accord, c'est fondamental. Fondamental. Le soleil, les UVB surtout, c'est un facteur majeur, ça stimule la composante neurovasculaire, c'est connu. Mais il n'y a pas que ça. Le stress, qui n'est pas stressé aujourd'hui, les changements brutaux de température, l'alcool, les plats épicés, les boissons ou les aliments brûlants, le vent, même certains cosmétiques, il faut être hyper vigilant sur les compositions. L'alcool, la mamélisse, même si on lui prête des vertus, il peut être irritant avec ses tanins, les parfums, les exfoliants trop agressifs, les acides de fruits, AHA, tout ça, ça peut flamber. Donc, au-delà d'éviter tout ça, c'est tout le mode de vie qui est central. La gestion du stress, par les moyens qu'on peut, la qualité du sommeil, hyper importante pour la réparation de la peau, et surtout, une routine de soins d'une douceur extrême. Il faut des nettoyants qui ne décapent pas, qui respectent le film hydrolipidique, des choses très simples, type CeraVe par exemple. Des hydratants qui apaisent, qui réparent cette fameuse barrière cutanée. Parce que c'est ça le problème souvent dans la rosacée, la barrière est compromise, la peau devient hypersensible. Des crèmes comme Créaline AR de Bioderma, Cicaplast de La Roche-Posay, même des huiles végétales comme l'huile de jojoba pour se démaquiller en douceur, c'est très bien. Et puis il y a tout l'aspect interne, on parle de plus en plus de l'axe intestin-peau, et même de l'axe intestin-œil pour la rosacée oculaire. Donc, adapter son alimentation, c'est crucial. Éviter les aliments qui sont connus pour être des déclencheurs chez soi, ça peut être les tomates, le vinaigre, le chocolat noir, trop de sucre. Et en même temps, soutenir sa digestion, favoriser un bon transit avec des fibres peut-être, soutenir un peu le foie avec des choses douces comme une bouillotte chaude, c'est fondamental. Et enfin, oui, il y a le potentiel de certains nutriments et compléments. La niacinamide, la vitamine B3, en application locale, c'est super intéressant. Ça renforce la barrière, c'est anti-inflammatoire. Il y a des études qui montrent des améliorations nettes. Le zinc, en oral ou en topique, c'est un antioxydant, un anti-inflammatoire puissant. Il y a des résultats aussi dans certaines études. Les oméga-3 pour l'inflammation générale mais aussi pour la sécheresse cutanée et oculaire. On pourrait citer aussi la vitamine K topique dans certains cas. Des extraits de plantes comme la bardane, le curcuma, le bourgeon de figuier pour le côté nerveux et digestif, le magnésium pour le stress. L'objectif de tout ça, c'est quoi, Ron? C'est de restaurer un équilibre global, de redonner à la peau sa capacité à se défendre, à être moins réactive. C'est intéressant ce que vous dites sur les compléments, on y reviendra peut-être, mais juste avant, vous avez mentionné le Demodex, et moi aussi. C'est un bon exemple, je trouve, où nos approches divergent assez clairement. L'ivermectine, que ce soit en crème type Solantra ou même parfois donnée par voie orale dans certains protocoles, elle cible directement cet acarien. Et sa prolifération, on ne peut plus le nier, elle est clairement associée à l'inflammation dans la forme papulo-pustuleuse et même dans la rosacée oculaire, de nombreuses études le confirment maintenant. Est-ce que ça ne représente pas justement un traitement ciblé contre un facteur pathogène ou au moins un cofacteur bien identifié? Même si, je vous l'accorde, le coût de Solantra peut être un frein, il existe des alternatives moins chères, parfois des préparations magistrales. On voit même des prescriptions qui combinent plusieurs actifs acifs. Ivermectine, acide azélaïque, métronidazole et même oxymétazoline pour la rougeur. C'est une approche très complète, non? Le lien entre le démodex en surnombre et certains symptômes, oui, il est observé. Je ne le conteste absolument pas. La question que je me pose, c'est est-ce la cause première ou est-ce une conséquence d'autre chose? Personnellement, je penche plutôt pour la seconde hypothèse. C'est parce que le système immunitaire de la peau est déséquilibré ou parce que la barrière cutanée est altérée que ça crée un environnement qui devient propice à la prolifération de cet acarien.
N'oublions pas qu'il est présent naturellement sur la peau de tout le monde, en petite quantité. Donc oui, cibler l'acarien avec un antiparasitaire comme l'ivermectine, ça peut améliorer les symptômes, c'est logique, ça réduit la charge antigénique et inflammatoire. Mais si le terrain, si l'environnement cutané n'est pas restauré justement par des soins doux, par le renforcement de la barrière avec des ingrédients comme les céramides, la niacinamide, des hydratants adaptés, eh bien le problème risque de revenir dès qu'on arrête le traitement, non ? Et d'ailleurs, soyons honnêtes, l'ivermectine n'aide pas 100% des patients qui ont des papulopustules. Ça suggère bien que le Demodex, c'est une pièce du puzzle, mais peut-être pas la pièce maîtresse pour tout le monde. Donc, une approche qui vise d'abord à rétablir la santé globale de la peau me semble plus fondamentale, plus durable. C'est un débat intéressant sur la poule et l'œuf, cause ou conséquence. Mais d'un point de vue pragmatique, quand un patient est en pleine poussée inflammatoire, avec des lésions, réduire la charge en Demodex, ça reste une stratégie qui marche souvent, et assez rapidement. Bon, passons à un autre symptôme majeur, la rougeur. L'érythème persistant, les vaisseaux visibles et télangiectasie, c'est souvent ça qui gêne le plus les gens, socialement. Et là, l'approche médicale, elle offre des solutions assez directes, il faut le reconnaître. Les vasoconstricteurs topiques, comme l'oxymétazoline dont je parlais, Rofad, ça agit en quelques heures. Ça resserre les vaisseaux superficiels et hop, la rougeur diminue visiblement. Alors oui, c'est temporaire, l'effet dure 8 heures, 10 heures peut-être, mais ça apporte un soulagement psychologique et esthétique qui est appréciable pour beaucoup. Qui sont le traitement de référence. Le principe, c'est la photothermolyse sélective. La lumière est absorbée par l'hémoglobine, ça chauffe et ça détruit les vaisseaux anormaux, dilatés, sans trop endommager la peau autour. Les résultats sont mesurables, on voit une réduction des vaisseaux fins. Pour la rougeur diffuse, c'est plus variable, mais comme je disais, une amélioration de 30-40% en moyenne, c'est souvent atteignable après plusieurs séances. Je qualifierais plutôt ces solutions de palliatives, pour être honnête, pas de curatives. Les vasoconstricteurs topiques, pour moi, c'est un peu un camouflage pharmacologique. C'est pratique ponctuellement, peut-être pour une occasion spéciale, mais ça ne règle rien sur le fond. Et surtout, il y a ce risque d'effet rebond à l'arrêt, où la rougeur peut revenir, parfois même plus forte qu'avant. C'est quand même un inconvénient majeur. Quant au laser, oui, ça peut détruire des vaisseaux existants. Mais premièrement, c'est cher. Très cher même. Deuxièmement, ce n'est pas indolore. Troisièmement, il faut plusieurs séances espacées dans le temps. Et quatrièmement, et c'est le plus important pour moi, ça n'offre aucune garantie contre la récidive. Si les facteurs qui provoquent la dilatation des vaisseaux, l'exposition solaire chronique, la chaleur, l'inflammation interne, les déclencheurs alimentaires, si tout ça persiste, eh bien de nouveaux vaisseaux anormaux peuvent très bien se reformer avec le temps. On traite la conséquence, pas la cause profonde de cette hyperréactivité vasculaire. Donc la priorité pour moi, ça reste et restera la gestion de ces déclencheurs. Une protection solaire mais irréprochable, tous les jours, toute l'année, idéalement avec des filtres minéraux bien tolérés ou des filtres chimiques de nouvelle génération. Éviter les sources de chaleur directes sur le visage, le sèche-cheveux trop chaud, le four, les saunas, adapter son alimentation. Et en parallèle, utiliser au quotidien des actifs qui vont calmer cette inflammation chronique et renforcer la peau. Des choses comme la neurosensine, le panthénol, la Centella asiatica, on parle beaucoup de Cica ou Cica, l'extrait de thé vert, il y a plein d'ingrédients apaisants et réparateurs qui peuvent aider à rendre la peau moins réactive sur le long terme. Et pour masquer au quotidien sans agresser, il y a une solution simple et efficace, les crèmes correctrices teintées vertes. Les pigments verts, oxyde de chrome souvent, neutralisent optiquement la couleur rouge. Il y a plein de marques qui en font, la Roche-Posay Toleriane Rosaliac AR, Dr. Jart Plus avec ses Camo Drops, Hero Cosmetics, Lumen. C'est une excellente option non invasive pour améliorer l'aspect sans traiter médicalement. L'évitement des déclencheurs, la protection solaire, les soins doux, oui, on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est la base commune indispensable. Mais revenons sur la nutrition et les compléments, que vous placez vraiment au cœur de votre approche holistique. Je reconnais volontiers l'intérêt pour certains nutriments. Le zinc, son rôle anti-inflammatoire et sur la cicatrisation est bien documenté. Les oméga-3, pour l'inflammation systémique et la sécheresse, c'est logique. La niacinamide en topique, les études sont plutôt encourageantes pour la fonction barrière, mais pour beaucoup d'autres compléments ou extraits de plantes que vous avez cités, il faut quand même admettre que les preuves scientifiques solides, issues d'essais cliniques rigoureux sur la rosacée spécifiquement, elles manquent souvent, ou alors les résultats sont contradictoires.
Prenons l'exemple de la vitamine D. Certaines études suggèrent un lien, d'autres non. C'est encore assez flou. Donc, ma question c'est, est-ce que ces approches nutritionnelles et ces compléments, même s'ils peuvent être un soutien utile, un plus intéressant, peuvent-ils réellement prétendre remplacer les traitements médicaux dont l'efficacité a été validée par des essais contrôlés randomisés, surtout quand on parle de formes de rosacée modérée à sévère? Et n'oublions pas que le dérivé de vitamine le plus puissant et clairement efficace dans la rosacée sévère, c'est l'isotrétinoïne, la vitamine A acide, qui est un médicament puissant, tératogène, nécessitant une prescription et un suivi médical extrêmement strict. Ça montre bien pour moi que la prise en charge doit rester avant tout dans le champ médical. Je ne suggère pas de remplacer aveuglément ni de dire jetez vos traitements médicaux. Ce que je propose, c'est de revoir peut-être la hiérarchie, la place qu'on accorde à chaque approche. Pour moi, l'approche nutritionnelle et la supplémentation ciblée, ce n'est pas juste un plus ou un soutien, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça agit sur des mécanismes qui sont vraiment au cœur du problème de la rosacée, l'inflammation systémique de bas grade, chronique, et l'intégrité de la barrière cutanée et intestinale. Quand on aide une personne à identifier et éviter les aliments qui, chez elle, sont pro-inflammatoires ou déclenchent des réactions, quand on lui apporte des nutriments clés dont elle manque peut-être ou qui ont des propriétés spécifiques, comme le zinc, qui est cofacteur de plein d'enzymes de défense et anti-inflammatoires, comme les oméga-3 qui modulent les cascades inflammatoires, ou quand on utilise la niacinamide qui répare la barrière et calme l'inflammation locale, eh bien on ne fait pas que masquer un symptôme. On redonne au corps, et à la peau en particulier, les moyens de mieux fonctionner, de mieux se réguler, de mieux se défendre. Et c'est aussi, je trouve, redonner au patient un rôle beaucoup plus actif dans sa propre santé. C'est plus responsabilisant que de simplement appliquer une crème ou prendre un comprimé matin et soir. Le lien avec la santé du microbiote intestinal, on en parle de plus en plus, et l'alimentation et certains probiotiques ou prébiotiques peuvent jouer un rôle majeur là-dessus. Il s'agit vraiment de restaurer un équilibre global qui va bien au-delà de la simple disparition temporaire d'un bouton ou d'une rougeur. Je comprends votre point de vue sur l'autonomisation du patient et l'équilibre global. Abordons un dernier point qui est particulièrement sérieux, la rosacée oculaire. C'est une forme qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas prise en charge correctement. Elle demande impérativement un diagnostic précis et un suivi régulier par un ophtalmologiste. Là, pour le coup, les traitements médicaux me semblent incontournables pour prévenir des complications potentiellement sévères, comme les kératites, les ulcères de cornée, qui peuvent altérer la vision. Qu'est-ce qu'on utilise? Des collyres lubrifiants très importants, de préférence sans conservateur pour ne pas irriter davantage, parfois des collyres anti-inflammatoires comme les corticoïdes, mais alors sous surveillance très stricte et sur de courtes durées à cause des risques cataracte, glaucome. On utilise aussi beaucoup les antibiotiques oraux comme l'azithromycine ou la doxycycline à faible dose, toujours pour leur effet anti-inflammatoire sur les glandes de Meibomius, qui sont souvent touchées. Et il y a même des techniques comme l'IPL, appliquées spécifiquement sur la zone périoculaire, avec des protections oculaires bien sûr, qui peuvent améliorer la blépharite associée à la rosacée. Donc ici, la vigilance et l'intervention médicale sont vraiment primordiales, non? L'implication d'un ophtalmologiste est absolument nécessaire, là-dessus nous sommes parfaitement d'accord, il ne faut prendre aucun risque avec les yeux, mais même dans ce cas précis de la rosacée oculaire, je maintiens que les mesures de base, les mesures préventives et d'hygiène, sont la fondation sur laquelle tout le reste doit reposer. Et trop souvent, elles sont négligées ou mal expliquées aux patients. Je parle de l'hygiène quotidienne, méticuleuse des paupières. C'est crucial. Appliquer des compresses chaudes pendant plusieurs minutes pour liquéfier le sébum un peu épais, le meibum, dans les glandes de Meibomius. Ensuite, nettoyer très doucement le bord libre des paupières, là où sortent les cils, avec des produits spécifiques, des lingettes ou des solutions adaptées pour enlever les petites croûtes, les débris, l'excès de sébum et potentiellement réduire la charge bactérienne ou des modex à ce niveau-là. Et puis, pratiquer des massages doux des paupières pour aider mécaniquement à faire sortir le contenu des glandes qui sont souvent bouchées. Ça devrait être un réflexe, une routine biquotidienne pour tous les patients atteints de rosacée oculaire. C'est la base de tout. Et en plus de ça, bien sûr, les déclencheurs généraux dont on a parlé, l'alimentation, le stress, la chaleur, ils impactent aussi les yeux, on le voit bien. Et la supplémentation en oméga-3, plusieurs études ont montré de bénéfices spécifiques sur la qualité des larmes et la réduction de la sécheresse oculaire qui accompagne très souvent la rosacée oculaire. Donc oui à la surveillance ophtalmo, oui aux traitements médicaux si nécessaire, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
Ces soins de base et la gestion globale des déclencheurs, c'est ça qui devrait être la priorité absolue pour essayer de limiter au maximum le recours à les antibiotiques au long cours ou aux corticoïdes locaux dont on connaît les risques potentiels. Bon, pour conclure cet échange très riche, je reste sur ma position. Les traitements médicaux validés, qu'ils soient topiques, oraux ou procéduraux, offrent à mon sens les outils les plus directs, les plus ciblés et souvent les plus efficaces pour contrôler les différentes manifestations de la rosacée. L'inflammation, les vaisseaux dilatés, le démodex, les papules, les pustules. Pour moi, il constitue la pierre angulaire d'une prise en charge optimale, surtout quand la maladie atteint un stade modéré à sévère ou quand elle touche des zones spécifiques comme le nez avec le rhinophyma ou les yeux. Le rôle clé du dermatologue, c'est justement de savoir choisir, combiner et adapter ces outils validés à la situation unique de chaque patient. Je conclurai pour ma part en réaffirmant ma conviction qu'une approche que j'appelle holistique ou globale est vraiment fondamentale si on vise une gestion durable et surtout respectueuse de la personne dans son ensemble. Intégrer la gestion du mode de vie, l'éviction la plus attentive possible des déclencheurs personnels, une alimentation consciente et anti-inflammatoire, des stratégies pour mieux gérer le stress et bien sûr des soins cutanés minimalistes mais parfaitement adaptés, axés sur la douceur extrême et la réparation de cette fameuse barrière cutanée. Tout ça, c'est essentiel. Essentiel pour espacer les poussées, pour en réduire l'intensité quand elles surviennent, pour améliorer la qualité de vie au quotidien, ce qui est énorme, et aussi pour essayer de minimiser la dépendance à long terme vis-à-vis des médicaments. Et dans cette démarche, oui, les compléments nutritionnels judicieusement choisis et personnalisés peuvent apporter un soutien précieux. Nos perspectives divergent donc sur la stratégie à mettre en avant en priorité. L'intervention médicale ciblée pour moi, l'approche globale et préventive qui agit sur le terrain pour vous. Cependant, et c'est important de le souligner, nous nous accordons sur des points absolument essentiels. Premièrement, le caractère unique de chaque cas de rosacée, qui exige une prise en charge totalement personnalisée. Deuxièmement, l'importance cruciale, capitale même, d'identifier et d'éviter autant que faire se peut les déclencheurs propres à chacun. Et troisièmement, la nécessité absolue d'adopter une routine de soins d'une extrême douceur qui vise avant tout à protéger, apaiser et renforcer cette peau si sensible. Tout à fait. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. La rosacée, c'est une compagnonne de vie qui est complexe, souvent décourageante, il faut le dire. Elle demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup d'essais et d'erreurs parfois. Il n'y a pas une seule recette miracle qui marcherait pour tout le monde, c'est évident. Mais peut-être que la vision la plus complète, la plus utile pour les personnes concernées, c'est justement d'envisager les deux aspects. D'un côté, les avancées réelles de la médecine avec des thérapies de plus en plus ciblées, et de l'autre, la puissance souvent sous-estimée des ajustements de mode de vie, de l'alimentation, des soins naturels. Chaque personne atteinte de rosacée est vraiment encouragée à explorer ces différentes facettes, à se les approprier, toujours en dialogue ouvert et constant avec ses médecins, ses thérapeutes, pour petit à petit tisser sa propre stratégie, celle qui lui permettra de vivre le mieux